J'ai toujours été captivé par les histoires que ma grand-mère, Donna Lourdes, me racontait quand j'étais enfant. Sa voix, emplie d'un mélange de peur et de nostalgie, m'a transporté dans des endroits bien au-delà du banal. Une histoire, en particulier, m'a hanté même en vieillissant. L'histoire d'un village isolé de l'intérieur du Brésil, où les gens ont commencé à disparaître sans laisser de traces. C'est cette histoire qui m'a poussé, Ricardo, un jeune journaliste avide de percée, à chercher la vérité derrière ces disparitions mystérieuses et peut-être à gagner enfin ma place dans le monde du journalisme. Le village de São Gabriel était un point obscur sur la carte, entouré de forêts denses et accessible uniquement par un étroit chemin de terre. En m'approchant, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir un frisson me parcourir le dos. Les villageois m'ont regardé avec un mélange de curiosité et de suspicion lorsque je suis sorti de ma voiture. Leurs yeux, sombres et creux, semblaient renfermer des secrets trop terribles pour être prononcés à haute voix. J'ai commencé mon enquête en parlant avec les habitants. Il n'a pas fallu longtemps pour remarquer une tendance. Chaque personne disparue avait été un habitué de l'église du village. L'église, un bâtiment modeste avec une façade patinée, se dressait au cœur de São Gabriel. Son clocher dominait le village comme une sentinelle, son silence oppressant. Le père Miguel, le curé du village, était un personnage énigmatique. On disait de ses sermons qu'ils étaient à la fois réconfortants et troublants, une étrange combinaison qui attirait les villageois. Il m'a accueilli avec un sourire chaleureux, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a mis les nerfs à vif. « Bienvenue, mon fils », a-t-il dit, d'une voix douce et apaisante. « Comment puis-je vous aider ?» J'expliquai mon but en omettant toute l'étendue de mes soupçons. Il semblait imperturbable, offrant son aide de toutes les manières possibles. Il parlait des villageois disparus avec un chagrin bien anus, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Au cours des jours suivants, j'ai interviewé plusieurs villageois. Chaque histoire était étrangement similaire. Les personnes disparues étaient pieuses, assistaient à toutes les messes, participaient à tous les événements. C'était comme si leur dévotion les avait marqués pour quelque chose de sinistre. J'ai décidé de me plonger plus profondément dans l'histoire de l'Église, dans l'espoir de découvrir des indices qui pourraient expliquer les disparitions. Tard dans la nuit, je me suis retrouvé attiré par l'église. Les portes s'ouvrirent en grinçant, révélant l'intérieur faiblement éclairé. L'air était épais de l'odeur de l'encens, et la lumière vacillante des bougies projetait des ombres étranges sur les murs. Je me suis aventuré plus loin à l'intérieur, mes pas résonnant dans le silence. En m'approchant de l'autel, j'ai remarqué une trappe partiellement dissimulée sous un tapis. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai soulevé la trappe. Un escalier étroit descendait dans l'obscurité. Avec une profonde inspiration, j'ai commencé ma descente. L'air se refroidit. L'odeur de la terre humide emplit mes narines. Au bas de l'escalier, j'ai trouvé une petite chambre faiblement éclairée. Les murs étaient tapissés de symboles et de dessins étranges, représentant des scènes de sacrifices et de rituels. Au centre de la pièce se dressait un autel, taché de ce qui semblait être du sang. J'ai ressenti une vague de nausée, mais je me suis forcé à examiner la zone de plus près. Parmi les symboles, j'ai trouvé un livre, dont les pages étaient remplies de notes manuscrites dans une langue que je ne pouvais pas déchiffrer. Il était clair que ces notes étaient les divagations de quelqu'un de profondément troublé. Avant que je puisse creuser davantage, j'ai entendu des bruits de pas au-dessus. La panique s'est installée lorsque j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Je me suis rapidement caché derrière un pilier, ma respiration superficielle et rapide. La trappe s'ouvrit en grinçant, et le père Miguel descendit, suivi de 2 hommes. Ils parlaient à voix basse, leurs paroles dégoulinant de malveillance. « Le rituel doit se dérouler comme prévu », a déclaré le père Miguel. « Les sacrifices sont nécessaires pour maintenir la protection du village. » Mon sang s'est glacé lorsque j'ai réalisé toute l'étendue de leurs intentions. Les villageois disparus avaient été sacrifiés dans un rituel tordu, leur vie offerte à une force ancienne et malveillante. Je savais que je devais agir rapidement si je voulais exposer la vérité et sauver de futures victimes. Alors que le père Miguel et ses complices préparaient l'autel pour un autre rituel, j'ai tenté de me faufiler dans les escaliers. Mon cœur battait la chamade à chaque pas, priant pour ne pas être découvert. Mais alors que j'atteignais le sommet, une main s'est posée sur mon épaule, me ramenant dans l'obscurité. J'ai été traîné jusqu'à l'autel,
luttant contre la poigne de fer des hommes. L'attitude calme du père Miguel avait disparu, remplacée par un regard de pure malveillance. « Tu aurais dû partir assez tranquille, Ricardo, siffla-t-il. Maintenant, tu vas rejoindre les autres. » Je fus ligoté et placé sur l'autel, la pierre froide pressée contre mon dos. Mon esprit s'emballait, à la recherche d'un moyen de m'échapper. Lorsque le père Miguel a commencé à chanter dans cette langue étrange et ancienne, j'ai ressenti une poussée de désespoir. Avec chaque once de force, j'ai réussi à me libérer de mes liens, prenant mes ravisseurs au dépourvu. Dans le chaos qui s'ensuivit, je renversai les bougies et mis le feu à la chambre. Les flammes se propagent rapidement, alimentées par le vieux bois sec. Je me suis frayé un chemin jusqu'aux escaliers, la chaleur et la fumée suffocantes. Je pouvais entendre les cris furieux du père Miguel alors que je trébuchais dans la nuit, l'église derrière moi engloutie par les flammes. Je suis retourné en ville, l'esprit plongé dans un tourbillon de terreur et d'incrédulité. J'avais échappé, mais à quel prix ? J'avais les preuves dont j'avais besoin pour exposer la vérité. Mais est-ce que quelqu'un me croirait ? Les villageois, désespérés de maintenir leur protection, nieraient sûrement tout. Ils continueraient leurs pratiques macabres en secret, sans se laisser décourager par mes efforts. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé d'écrire l'histoire, mais les mots m'ont échappé. Les souvenirs étaient trop vifs, trop douloureux. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'avoir laissé quelque chose derrière moi dans ce village. Une partie de mon âme à jamais entachée par les horreurs dont j'avais été témoin. J'ai abandonné le journalisme, incapable d'affronter les ténèbres qui se cachèrent dans le monde. Ma grand-mère ne m'a jamais posé de questions sur mon enquête. Peut-être a-t-elle senti le changement en moi, le poids de la vérité que je portais. San Gabriel est devenu un sujet interdit, une ombre qui planait sur nos conversations. L'histoire des villageois disparus est restée enterrée, connue seulement de ceux qui l'avaient vécu et de ceux qui, comme moi, avaient échappé de justesse à ses griffes. Les années ont passé, mais le souvenir de San Gabriel ne s'est jamais effacé. Il hantait mes rêves, un rappel constant de l'obscurité qui se trouve juste sous la surface de notre monde. Je n'oublierai jamais les yeux creux des villageois, les chants glaçants du père Miguel, ni la vue de cet hôtel ensanglanté. C'était une histoire que je ne pourrais jamais raconter, mais qui resterait à jamais gravée dans mon esprit, une cicatrice qui ne guérirait jamais. Aux premières heures de l'aube, alors que le soleil commençait à pointer sur les sommets déchiquetés des Alpes japonaises, le docteur Hanamifune, une épidémiologiste chevronnée, est arrivé dans un petit village isolé, niché au cœur des montagnes. Sa mission était simple mais intimidante. Enquêter sur une mystérieuse épidémie de folie qui s'était emparée du village, transformant son existence sereine en un cauchemar chaotique. En tant qu'experte médicale désignée par le gouvernement, Hana était à la fois curieuse et anxieuse, consciente que les réponses qu'elle cherchait pouvaient défier la science conventionnelle. Le village, connu sous le nom de Yamashiro, était un endroit que le temps semblait avoir oublié. Des maisons traditionnelles en bois aux toits en pente se dressaient au milieu de forêts denses et de sentiers étroits et sinueux qui traversèrent la communauté. La tranquillité qui aurait dû l'accueillir brillait par son absence. Au lieu de cela, l'air bourdonnait d'une tension troublante. Les villageois lancèrent des regards méfiants et des murmures de peur résonnaient dans les ruelles. Kenji, l'ami du narrateur et originaire de Yamashiro, l'a rencontré à l'entrée. Son visage portait les marques de nuit blanche et d'une profonde inquiétude. « Docteur Hana, merci d'être venu, » a-t-il dit, la voix mêlée de désespoir. « La situation est pire que vous ne pouvez l'imaginer. » Hana hocha la tête, sa détermination se renforçant. Elle avait connu de nombreuses crises dans sa carrière, mais quelque chose dans le regard hanté dans les yeux de Kenji lui disait que celle-ci était différente. Au fur et à mesure qu'ils s'enfoncèrent dans le village, l'étendue de la folie devenait douloureusement claire. Les villageois parcouraient les rues avec des yeux sauvages, marmonnant de manière incohérente, tandis que d'autres éclataient en explosions violentes pour des questions triviales. Les fenêtres brisées et les effets personnels éparpillés étaient la monnaie courante, preuve du chaos qui s'en était suivi. La formation médicale d'Anna s'est mise en place, son esprit étant déjà en train de reconstituer les causes et les solutions potentielles. Elle a installé une clinique de fortune dans le modeste temple du village, le seul endroit qui semblait conserver un semblant de paix. Ses premiers examens ont révélé une tendance inquiétante.
toutes les personnes touchées présentaient des signes d'agitation sévère, d'hallucination et d'agression irrationnelle. Leurs symptômes étaient alarmants et cohérents, suggérant une source commune. « Dis-moi tout ce que tu sais », insista Anna, qui était restée à ses côtés. « Ça a commencé il y a quelques semaines », commença Kenji, l'expression grave. « Tout était normal, jusqu'à ce que certains villageois décident de rouvrir l'ancienne mine. Il était abandonné depuis des décennies, depuis qu'un effondrement a tué plusieurs travailleurs. Ils pensaient qu'il y avait encore de l'or à trouver. » Les yeux de Anna se plissèrent. « Et que s'est-il passé après qu'il l'ait ouvert ?»« C'est là que la folie a commencé, » dit Kenji en frissonnant. « Ceux qui sont entrés dans la mine en premier sont ceux qui ont présenté des symptômes en premier. Cela s'est répandu comme une traînée de poudre après cela. » Intriguée et alarmée, Anna décida de visiter la mine. Elle a enfilé un équipement de protection, consciente qu'un certain nombre de dangers environnementaux pouvaient en être responsables. Le chemin menant à la mine était périlleux, serpentant à travers des sous-bois denses et un terrain rocheux. Quand ils arrivèrent, elle fut frappée par l'aura inquiétante qui semblait planer au-dessus de l'entrée, comme une gueule béante prête à les avaler tout entiers. À l'intérieur, la mine était un labyrinthe de tunnels sombres et de murs humides. La lampe de poche d'Anna fendit l'obscurité, révélant des ombres étranges qui dansèrent le long des murs. À mesure qu'ils s'aventuraient plus profondément, une légère odeur de moisi devenait plus forte, teintée de quelque chose de plus nocif. Il n'a pas fallu longtemps avant que Anna trouve ce qu'elle cherchait. Sur les murs et le sol de la mine, elle a découvert des taches d'un étrange champignon luminescent. Elle a soigneusement collecté des échantillons, notant comment les spores semblaient dériver dans l'air à la moindre perturbation. Son cœur s'est serré lorsqu'elle a réalisé que les villageois avaient inhalé ces spores, qui contenaient probablement des composés neurotoxiques à l'origine de leur comportement erratique. De retour à la clinique, Anna analysa les échantillons. Ses soupçons ont été confirmés. Le champignon produisait une puissante neurotoxine qui, lorsqu'elle était inhalée, provoquait de graves hallucinations et une agressivité. Armée de ces connaissances, elle savait qu'elle devait agir rapidement pour prévenir une nouvelle exposition et traiter les personnes déjà touchées. Cependant, convaincre les villageois s'est avéré être une tâche ardue. La mine, considérée comme une source de richesse inexploitée, était devenue une obsession pour beaucoup, en particulier pour ceux qui étaient les plus touchés par les spores. Leurs délires ont peint la mine comme une lueur d'espoir, un contraste frappant avec la triste réalité que Anna savait qu'elle représentait. Elle a convoqué une réunion sur la place du village, espérant faire appel à leur raison. « Ce champignon est en train de vous tuer », a-t-elle supplié. « Chaque moment passé près de la mine met votre vie en danger. Nous devons le sceller avant qu'il ne soit trop tard. » Ces paroles ont été accueillies avec hostilité. Les villageois les plus gravement touchés l'ont huée, leurs esprits trop éloignés pour saisir le danger. La frustration la rongeait, mais elle ne pouvait pas abandonner. Elle se tourna vers les quelques personnes qui semblaient encore lucides, y compris Kenji et un vieil homme nommé Monsieur Tanaka, qui avait été un leader respecté avant que la folie ne s'installe. « Nous avons besoin de votre aide pour sauver ce village », les a-t-elle exhortés. « Ensemble, nous pouvons arrêter cela. » Monsieur Tanaka, le visage ridé par l'âge et le chagrin, s'avança. « Je vais vous aider, docteur Hana. J'ai vu assez de souffrance. » Avec le soutien d'un petit groupe, Hana a conçu un plan pour détruire l'entrée de la mine. Ils ont travaillé sous le couvert de la nuit, dans l'espoir d'éviter la confrontation avec les villageois les plus instables. L'opération était semée d'embûches. Chaque bruit semblait amplifié dans le silence tendu, et ils savaient qu'ils devaient agir rapidement. À l'approche de l'aube, ils ont porté les charges. L'explosion a été assourdissante, envoyant un panache de poussière et de débris dans l'air. L'entrée de la mine s'est effondrée, scellant la source des spores toxiques. Anna espérait que cela suffirait à arrêter la propagation de la folie. Les jours qui ont suivi ont été un mélange d'épuisement et de vigilance. La menace immédiate avait été neutralisée, mais les conséquences étaient déchirantes. De nombreux villageois, dont l'esprit était irrémédiablement endommagé par le champignon, erraient sans but, ombre de leur ancien moi. D'autres, qui avaient été moins touchés, ont entamé le lent processus de rétablissement, bien que les cicatrices, à la fois physiques et psychologiques, restent toute une vie. Le docteur Hana est resté à Yamashiro pendant plusieurs semaines, s'occupant des malades et coordonnant les efforts pour apporter de l'aide extérieure.
Le village n'était plus qu'une coquille vide, son esprit brisé par l'épreuve. Alors qu'elle se préparait à partir, Anna ne pouvait se débarrasser d'un profond sentiment de mélancolie. La beauté des montagnes, autrefois symbole de paix, semblait maintenant entachée par le souvenir de ce qui s'était passé. Avant son départ, Kenji s'approcha d'elle. « Merci pour tout, docteur Anna. Sans vous, nous aurions perdu plus que notre santé mentale. » Anna parvint à esquisser un faible sourire. « J'aurais aimé pouvoir faire plus. Prenez soin les uns des autres. » Lorsqu'elle a quitté le village, le poids de l'expérience s'est lourdement installé sur ses épaules. Le fait de savoir qu'elle avait découvert la cause de la folie et qu'elle avait agi pour l'arrêter n'était qu'une maigre consolation face aux dommages irréversibles. Yamashiro ne serait plus jamais la même, un endroit à jamais marqué par la tragédie. L'histoire du village dans les montagnes, racontée par l'ami du narrateur, Kenji, a servi de rappel brutal de la ligne fragile entre la raison et la folie, et des dangers invisibles qui se cachent dans les endroits les plus inattendus. L'hiver dans la nature sauvage sibérienne peut être implacable, mais pour Victor, un ancien policier à la retraite, il a offert un sentiment de tranquillité qu'il recherchait désespérément après des années de lutte contre les sombres réalités de son travail. Mon cousin Mikhail m'a souvent raconté l'histoire effrayante de la descente de Victor dans les profondeurs de la dépravation humaine et les horreurs qu'il a découvertes dans le petit village isolé qu'il appelait maintenant sa maison. Victor s'est installé dans un village isolé, entouré de vastes étendues de neige et de glace, cherchant du réconfort dans la simplicité et le silence qu'offrait le rude paysage sibérien. Le village lui-même était un modeste groupe de maisons en bois, habité par quelques dizaines d'âmes qui s'étaient habituées aux hivers rigoureux et à l'isolement qui les accompagnait. Victor avait espéré trouver la paix, combler le vide qui le rongeait depuis sa retraite. Mais la paix n'était qu'un fantasme éphémère, dans un endroit où la mort rôdait à chaque coin de rue. À l'arrivée de l'hiver, le village est plongé dans l'obscurité, au sens propre comme au sens figuré. Les morts ont commencé, inexplicables et horribles. Des corps ont été découverts, gelés et mutilés, portant des signes de torture et quelque chose de bien plus sinistre. Le village était saisi par la peur, les murmures du mal circulant comme les vents glacés qui hurlèrent dans la nuit. Victor, poussé par son instinct de protection et son besoin de découvrir la vérité, s'est retrouvé entraîné dans le mystère. Le premier corps était celui du vieux Dimitri, un reclus qui vivait à la périphérie du village. Son corps a été découvert par un chasseur, contorsionné d'une manière grotesque, les yeux grands ouverts comme s'il avait assisté à quelque chose d'indicible. Sa chair portait les marques d'une brutalité sauvage, des bandes de peau manquantes, des doigts rongés jusqu'à l'os. Les villageois, déjà méfiants et superstitieux, n'hésitèrent pas à spéculer, mais Victor avait besoin de plus que de spéculation. Il avait besoin de réponses. Il a commencé son enquête, examinant méticuleusement les corps, notant les motifs récurrents. Chaque cadavre était marqué par des signes de torture et de cannibalisme, une signature macabre laissée par un prédateur qui prospérait dans l'obscurité de l'hiver. Les tendances l'ont conduit à une hypothèse troublante qu'il a eu du mal à accepter. Les blessures, la chair manquante, tout cela indiquait quelque chose de bien plus horrible qu'il n'aurait pu l'imaginer. La quête de vérité de Victor l'a conduit à un groupe de villageois qui se sont isolés pendant les mois d'hiver, vivant dans une partie abandonnée du village. Ils étaient un groupe reclus, évitant les interactions avec les autres et gardant un silence étrange. Leur chef, Ivan, était un homme de peu de mots, mais ses yeux trahissaient une histoire de souffrance et de survie. Les questions de Victor ont été accueillies par des regards froids et des réponses vagues, mais il savait qu'il tenait quelque chose. En creusant plus profondément, il a découvert le sombre passé de ces villageois. Il y a des décennies, ils étaient des survivants d'un accident d'avion, bloqués dans la nature sauvage impitoyable de la Sibérie. Pour survivre, ils avaient recours au cannibalisme, consommant la chair de leurs compagnons morts. Cet acte sombre s'était gravé dans leurs âmes, et ils avaient depuis répété le rituel chaque hiver, honorant les morts en consommant les vivants. La découverte de Victor le remplit de répulsion et d'effroi. Le groupe s'était tourné vers des coutumes anciennes et barbares pour faire face à leur traumatisme, adoptant un rituel qui maintenait leur sombre passé en vie. Les villageois étaient conscients, mais ont choisi d'ignorer la sinistre vérité, préférant croire en la sécurité de l'ignorance. Les tentatives de Victor pour dénoncer le groupe se sont heurtées à une résistance,
et il s'est rapidement retrouvé une cible. Par une nuit glaciale, Victor fut capturé par Ivan et ses partisans. Il a été traîné dans une cabane isolée, ligoté et battu. L'air était lourd d'une odeur de décomposition, et Victor réalisa avec un sursaut d'horreur qu'il était entouré des restes de leur festin macabre. Ivan lui a présenté un choix, se joindre à eux dans leur rituel ou devenir leur prochain repas. La faim dans leurs yeux était indubitable, et Victor savait que son destin reposait entre ses mains. Rassemblant chaque once de sa force et de sa volonté, Victor a réussi à s'échapper, repoussant ses ravisseurs et s'enfuyant dans la nuit. Le froid lui mordait la chair, mais la peur le propulsait en avant. Il a trébuché dans la neige, poussé par l'instinct primitif de survivre. Lorsqu'il atteignit enfin le village, il était à moitié gelé et délirant, mais il avait échappé aux griffes des cannibales. La révélation de Victor a secoué le village, mais au lieu de la gratitude, il a été accueilli avec incrédulité. Les villageois, désespérés de s'accrocher à leur fragile sentiment de sécurité, ont rejeté son histoire comme les délires d'un fou rendu fou par le froid. La vérité était trop horrible pour être acceptée, et ils ont donc choisi de la nier. Désabusé et isolé, Victor n'a d'autre choix que de quitter le village. La paix qu'il avait recherchée a été brisée, remplacée par les souvenirs obsédants des horreurs qu'il avait découvertes. Il ne pouvait pas rester dans un endroit qui refusait de voir la vérité, un endroit où l'obscurité de la nature humaine était cachée sous des couches de neige et de glace. Mikhail m'a dit que Victor n'avait jamais trouvé la paix qu'il cherchait. Il errait d'un endroit à l'autre, hanté par les spectres de son passé, incapable d'échapper aux cauchemars qu'il avait vécus. Le village de Sibérie est resté un lieu de secrets et d'ombres, ses habitants étant à jamais liés par le silence glacial de leurs horreurs silencieuses. J'ai entendu l'histoire pour la première fois de Ion, un ami roumain que j'ai rencontré lors d'un symposium sur le folklore européen. C'était un homme grand et réservé, aux yeux bleus perçants qui semblaient renfermer des siècles de secrets. Autour de plusieurs verres, il a raconté l'histoire de Miraï, un anthropologue qui s'est aventuré dans un village isolé des Carpates pour enquêter sur une hantise qui terrorisait ses habitants depuis des générations. Miraï, poussé par le désir de distinguer la réalité de la fiction, s'est lancé dans ce voyage non seulement pour poursuivre sa carrière universitaire, mais aussi pour apaiser les craintes des villageois. Sa quête de connaissances l'a conduit dans un village où la superstition était profondément ancrée et où l'ombre d'un esprit vengeur planait largement. À son arrivée, Miraï a été frappé par l'étrange calme du village. Niché dans une vallée entourée par les imposantes montagnes des Carpates, le village semblait épargné par le temps. Les rues pavées, flanquées de maisons anciennes et délabrées, évoquaient à voix basse une longue et tumultueuse histoire. Il fut accueilli par des yeux méfiants et des murmures réticents. Les villageois se méfiaient des étrangers, en particulier de ceux qui cherchaient à défaire leurs croyances bien ancrées. Miraï a commencé son travail en interrogeant les habitants, en commençant par l'ancien du village, Georg. Le visage du vieil homme était une feuille de route de rides, chaque ligne témoignant d'une vie difficile. Georg a parlé d'Anna, une femme accusée de sorcellerie et exécutée il y a des siècles. Selon la légende, Anna avait maudit le village dans son dernier souffle, jurant de revenir et de se venger des descendants de ses accusateurs. La malédiction était réelle, insista Georg, la voix tremblante de conviction. À quelques décennies d'intervalle, des décès étranges se produisent. Les gens deviennent fous, le bétail meurt sans raison. C'est l'œuvre d'Anna. Intrigué et sceptique, Miraï a persévéré, parlant avec d'autres villageois qui ont raconté des histoires similaires de malheurs et d'événements inexpliqués. L'une des histoires qui s'est démarquée est celle de Maria, une femme d'âge moyen qui a prétendu avoir vu l'esprit d'Anna. Elle apparaît la nuit, murmura Maria, les yeux écarquillés de peur. Une silhouette pâle dans une robe en lambeaux, errant à la périphérie du village, le visage tordu par l'agonie. Alors qu'il approfondissait les connaissances du village, Miraï est tombé sur un vieux journal intime dans les archives poussiéreuses de l'église locale. Le journal, écrit par un prêtre qui avait assisté à l'exécution d'Anna, détaillait les événements qui avaient conduit à sa mort. Anna était une guérisseuse, vénérée pour sa connaissance des herbes et des remèdes, mais la jalousie et la peur avaient retourné les villageois contre elle. Faussement accusée de sorcellerie, elle est torturée et brûlée sur le bûcher. Dans son dernier souffle, elle maudit le village,
promettant que son esprit reviendrait faire des ravages sur les descendants de ses bourreaux. Le journal mentionne également un rituel d'expiation, un moyen d'apaiser l'esprit d'Anna et de mettre fin à la malédiction. Déterminé à ramener la paix dans le village et à conclure ses recherches, Miraï a décidé de tenter le rituel. Il rassembla les objets nécessaires, une mèche de cheveux d'Anna, un poignard en argent et une prière d'absolution écrite en latin. La nuit du rituel, un épais brouillard s'abattit sur le village, l'enveloppant d'une obscurité presque impénétrable. Miraï s'est rendu sur le site de l'exécution d'Anna, aujourd'hui une clairière envahie par la végétation à la lisière du village. Il suivit méticuleusement les instructions, récitant la prière tout en tenant le poignard d'argent au-dessus de la mèche de cheveux. Au moment où il prononçait les derniers mots, un vent froid balaya la clairière, éteignant sa lanterne. Soudain, Miraï ressentit une présence écrasante. Il leva les yeux et vit une silhouette spectrale émerger du brouillard. L'esprit d'Anna, les yeux flamboyants de fureur, s'avança vers lui. La panique s'empara de Miraï, mais il tint bon, espérant que le rituel fonctionnerait. Au lieu de cela, il ressentit une douleur aiguë dans sa poitrine lorsque l'esprit d'Anna entra dans son corps, le possédant complètement. Sous le contrôle d'Anna, Miraï retourna au village, ses yeux maintenant sombres reflétant sa colère. Au cours des jours suivants, il a commis une série d'actes terrifiants, ciblant les descendants de ceux qui avaient condamné Anna. Des maisons ont brûlé, du bétail a été abattu et les villageois ont été saisis d'une peur sans pareille qu'ils avaient connue. Les villageois, réalisant que l'esprit s'était emparé de Miraï, ont demandé l'aide d'un prêtre local. Le père Pétru, un homme de foi et de courage profond, a accepté de pratiquer un exorcisme. Le rituel était semé d'embûches, car l'esprit d'Anna luttait désespérément pour maintenir son emprise sur Miraï. Dans l'église, à la lueur vacillante des bougies, le père Pétru récitait les rites d'exorcisme. Miraï se tordit et hurla, sa voix étant un mélange guttural de la sienne et de celle d'Anna. Les heures passèrent, et au moment où tout espoir semblait perdu, une lumière aveuglante emplit la pièce. Avec un dernier cri perçant à l'oreille, l'esprit d'Anna fut expulsé du corps de Miraï, le laissant froissé et inconscient sur le sol. Bien que l'esprit ait disparu, Miraï a été irrévocablement changé. Le traumatisme de la possession lui a laissé l'ombre de lui-même. Il abandonne ses recherches, incapable de faire face aux souvenirs de ce qui s'est passé. Le village, bien que libéré de la colère d'Anna, a été marqué par l'épreuve. L'histoire de Miraï est devenue un récit édifiant, un avertissement aux futurs érudits sur les dangers de se mêler de force au-delà de l'entendement. John termina son histoire, ses yeux reflétant un profond chagrin. Miraï ne s'en est jamais remis, a-t-il dit calmement. Il vit maintenant reclus, loin du monde universitaire. Le village a également changé. Il ne parle plus d'Anna, mais la peur demeure. C'est un rappel qu'il vaut mieux ne pas déranger certaines légendes. J'ai quitté Oon ce soir-là le cœur lourd, le poids de son histoire persistant dans mon esprit. C'était un rappel effrayant de la ligne mince entre la curiosité et l'orgueil, et des conséquences dévastatrices de la franchir. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas la mienne, mais celle d'un collègue nigérian, Emeka. Il a parlé d'un village isolé en proie à la peur et à la superstition, où une série de meurtres rituels avait laissé la communauté paralysée par l'effroi. C'est la Kadana, enquêtrice médico-légale tenace, s'est retrouvée plongée au cœur d'un sombre mystère. Adana n'était pas étrangère au macabre. Au cours de sa carrière, elle a été confrontée à certains des crimes les plus brutaux imaginables, mais les récits de ces meurtres rituels lui ont fait frissonner. Elle a été envoyée dans le village non seulement pour examiner les victimes, mais aussi pour mettre fin à la terreur qui s'était emparée des villageois. Arrivée au village, Adana a immédiatement ressenti le poids du désespoir qui flottait dans l'air. Les habitants étaient méfiants, les yeux remplis de suspicion et de peur. La première scène de crime était une petite clairière à la périphérie du village, où le corps d'un jeune homme gisait mutilé. Alors qu'Adana inspectait le cadavre, elle remarqua des marques étranges gravées dans la chair, des symboles qui semblaient étrangement familiers mais cryptiques. Son enquête a révélé une tendance effrayante. Chaque victime portait les mêmes marques et avait été tuée sous la pleine lune.
Les corps ont été laissés dans des endroits qui formaient un pentagramme lorsqu'ils étaient cartographiés, un signe clair qu'il ne s'agissait pas de meurtres ordinaires. Les villageois ont chuchoté à propos d'un ancien culte, qui vénérait un esprit de la forêt, longtemps considéré comme un mythe. La recherche de réponses d'Adana l'a conduite à d'anciens registres de villages et au folklore, qui parlaient d'une secte qui effectuait des sacrifices humains pour apaiser l'esprit de la forêt, censé accorder pouvoir et protection. Cette secte avait été dissoute il y a des décennies, mais la crainte persistait que son influence malveillante ne soit revenue. Ses soupçons se sont portés sur le chef Obazi, le chef du village. Son comportement récent avait été erratique et son autorité sur le village semblait enracinée dans la peur plutôt que dans le respect. En creusant davantage, Adana a découvert que toutes les victimes s'étaient opposées aux décisions d'Obazi ou avaient été de virulentes critiques de son régime. Les pièces ont commencé à se mettre en place. Obazi faisait revivre l'ancien culte, utilisant les meurtres pour consolider son pouvoir. Affronter Obazi était un risque calculé. Adana avait besoin de preuves solides avant de pouvoir agir, sachant que le chef avait des partisans loyaux qui le protégeraient à tout prix. Elle découvrit une pièce cachée dans la maison d'Obazi, remplie d'artefacts et de reliques de l'ancienne secte, ainsi que de plans détaillés des meurtres rituels. Avant qu'elle ne puisse rassembler tout ce dont elle avait besoin, Adana a été attrapée par les hommes d'Obazi. Ligotée et amenée dans un sanctuaire isolé au plus profond de la forêt, elle devait être le prochain sacrifice. Alors que le rituel commençait, l'esprit d'Adana se précipitait pour trouver une issue. Son destin semblait scellé jusqu'à ce qu'une silhouette sorte de l'ombre, un jeune villageois nommé Chic, dont la famille avait été parmi les victimes. Chic avait secrètement observé Obazi, attendant le bon moment pour frapper. Il détacha Adana et, ensemble, ils se frayèrent un chemin à travers les disciples d'Obazi. La confrontation a culminé dans une bataille féroce, Chic maîtrisant Obazi juste au moment où la police arrivait, alerté par le discret signal de détresse d'Adana envoyé plus tôt. Après l'arrestation d'Obazi et la dissolution de ses partisans, Adana poussa un soupir de soulagement. Les villageois restaient cependant divisés. Certains pensaient que les actions d'Obazi avaient été un mal nécessaire pour les protéger, tandis que d'autres voulaient aller de l'avant, libérés de l'ombre de la superstition et de la peur. Le travail d'Adana avait mis à jour les ténèbres qui se cachaient dans le village, mais les cicatrices mettraient du temps à guérir. En partant, elle savait que Chic et ceux comme lui seraient ceux qui guideraient le village vers un avenir meilleur, loin des griffes des anciennes terreurs. Le trajet jusqu'au village avait été long et ardu, la route se rétrécissant à mesure qu'elle s'enfonçait dans la campagne. L'épaisse canopée d'arbres au-dessus de nos têtes bloquait la majeure partie de la lumière du soleil, plongeant les environs dans un état perpétuel de crépuscule. Au moment où Adana arriva, le soleil se couchait et le village semblait presque englouti par l'obscurité envahissante. La police locale avait mis en place un petit centre de commandement sur la place du village. À l'approche d'Adana, elle est accueillie par l'inspecteur Gide, un homme d'une quarantaine d'années à l'air fatigué. Ses yeux étaient lourds du poids des événements récents, et il accueillit Adana avec un mélange de soulagement et d'appréhension. « Nous sommes reconnaissants que tu sois ici », a déclaré Gide en lui serrant la main. Ces meurtres, ils ont déchiré ce village. Les gens sont terrifiés et nous sommes à court de pistes. Adana hocha la tête, s'imprégnant de l'atmosphère sombre. Je ferai tout ce que je peux pour aider. Où se trouve la dernière scène de crime? Gide l'a conduite à la lisière du village, où le corps du jeune homme avait été retrouvé. La clairière était étrangement silencieuse, les seuls bruits étant le bruissement des feuilles et les appels lointains des animaux nocturnes. Adana enfila ses gants et commença son examen méticuleux de la scène. Les marques sur le corps étaient complexes, presque rituelles dans leur précision. Elle a pris des photos et des notes détaillées, son esprit s'emballant pour reconstituer le puzzle. Il y avait quelque chose dans les symboles qui tirait sur sa mémoire, un vague souvenir de ses études sur les cultures et les rituels anciens. « Avez-vous déjà vu ces marques ?» demanda Gide, sa voix étant un murmure sourd. Adana secoua lentement la tête. « Pas exactement, mais il me rappelle quelque chose, un vieux culte, peut-être. Nous devons nous pencher sur tous les documents historiques ou folkloriques qui pourraient nous donner un indice. »
Les jours suivants ont été un flou d'activités. Adana s'est penché sur des livres et de vieux registres, a consulté des historiens locaux et a interrogé des villageois qui pourraient avoir une connaissance quelconque de la secte. Les villageois étaient réticents à parler, leur peur était palpable, mais la persévérance d'Adana a porté ses fruits. Elle apprit l'existence d'une secte qui avait vénéré un esprit de la forêt, effectuant des sacrifices humains pour gagner ses faveurs. La secte avait été dissoute depuis longtemps, ses pratiques condamnées et oubliées, ou du moins c'est ce que tout le monde avait pensé. Les marques sur les corps correspondaient à celles décrites dans les anciens textes, et la méfiance d'Adana à l'égard du chef Obazi s'est renforcée. Obazi se comportait étrangement depuis des mois, selon les villageois. Son leadership, autrefois bienveillant, est devenu tyrannique, et ceux qui s'opposent à lui sont parmi les premiers à être assassinés. Adana savait qu'elle avait besoin de preuves concrètes pour l'affronter, mais plus elle s'approchait, plus son enquête devenait dangereuse. Une nuit, alors qu'elle fouillait la maison d'Obazi, Adana a trouvé la pièce cachée. C'était un spectacle effrayant, rempli d'artefacts et de reliques qui portaient les mêmes symboles que ceux des victimes. Des plans détaillés des meurtres ont été épinglés au mur, ainsi que des cartes et des diagrammes qui décrivaient le motif du pentagramme. Le cœur d'Adana battait la chamade lorsqu'elle réalisa l'étendue de l'implication d'Obazi. Elle a pris des photos et rassemblé autant de preuves qu'elle le pouvait, mais avant de pouvoir partir, elle a été découverte. Les hommes d'Obazi l'ont maîtrisée, lui ont lié les mains et l'ont traîné dans la forêt. Le sanctuaire était un spectacle sinistre, un hôtel de fortune entouré de torchées vacillantes. L'air était épais d'une odeur de sang et d'encens. Obazi se tenait devant elle, les yeux brillants d'une lumière fanatique. « Vous vous êtes mêlé de choses que vous ne comprenez pas », a-t-il sifflé. « L'esprit exige des sacrifices, et vous serez le prochain. » L'esprit d'Adana s'emballait alors qu'elle essayait de penser à une issue. Elle luttait contre ses liens, mais ils étaient trop serrés. Juste au moment où Obazi levait le couteau de cérémonie, une silhouette a surgi à travers les arbres, Chic, le jeune villageois dont la famille avait été tuée. L'attaque de Chic a été rapide et furieuse. Il s'attaqua à Obazi, le couteau s'entrechoquant au sol. Dans le chaos, Adana a réussi à se libérer et, ensemble, elles ont combattu les partisans d'Obazi. La police, alertée par le signal de détresse d'Adana, est arrivée juste à temps pour appréhender Obazi et ses hommes. Les conséquences ont été un mélange de soulagement et de tension. Obazi a été emprisonné, mais le village a été profondément marqué. Certains villageois croyaient encore au pouvoir du culte, tandis que d'autres voulaient aller de l'avant et laisser le passé derrière eux. Adana savait que la guérison prendrait du temps, mais elle avait foi en la résilience des gens. Alors qu'elle se préparait à quitter le village, Chic s'approcha d'elle. « Merci », a-t-il dit doucement. « Pour tout. » Adana sourit, posant une main sur son épaule. « Tu étais le vrai héros, Chic. Votre courage nous a tous sauvés. » Sur ce, elle quitta le village, sachant que la lutte contre la superstition et la peur était loin d'être terminée. Mais elle savait aussi que tant qu'il y aurait des gens comme Chic, il y aurait de l'espoir pour un avenir meilleur.